Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 240 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler des Phoenix Suns qui ont été éliminés des playoffs 2024. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous n'êtes pas fan des Suns, sinon je suis désolé et vous n'allez pas bien. On est avec vous, on est ensemble et aujourd'hui justement, on va parler de ça, on va parler des Suns. Je voulais un peu faire un petit podcast React suite à leur élimination pour parler à la fois, faire un petit bilan de la série, faire un petit bilan de la saison et aussi un peu parler de l'avenir, quelques perspectives d'avenir parce que le cas des Suns est très intéressant, c'est une équipe que moi j'ai beaucoup aimé paradoxalement un peu cette année, il y a eu du bon, il y a aussi eu du moins bon, donc on va essayer un peu de faire le point rapidement aujourd'hui sur cet épisode où voilà, les Suns sont la première équipe éliminée des playoffs 2024. Je pense que très peu de monde aurait pu le prédire il y a encore un mois, quelques semaines. On les attendait tous beaucoup plus loin. Donc voilà, aujourd'hui, petit react sur les Suns. Et, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des Phoenix Suns 2024 éliminés des playoffs. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Phoenix Suns éliminés 4-0, 4-0 sanglant contre les Minnesota Timberwolves. Vous n'êtes pas passé à côté évidemment, donc on va essayer un peu de revenir dessus. Bilan un peu en 3 temps, à la fois bilan de la série, premièrement, bilan ensuite de la saison, un peu assez rapidement. On fera, vous savez qu'on fait aussi nos bilans de fin de saison équipe par équipe à travers le format des stats de la saison, mais on va quand même faire un petit point global sur cette saison après la série, et puis troisièmement, quelles sont un peu les perspectives d'avenir pour cette équipe, puisque c'est vrai qu'on est sur un cas un peu particulier, donc on verra ce qu'on aura à dire, mais ça ne s'annonce pas tout à fait facile côté Phoenix, mais allons-y, d'abord restons un peu sur la série en elle-même, bilan de cette série contre les Timberwolves. C'est vrai que déjà, première chose que j'ai envie de noter, c'est que, bon, je comprends un peu le côté un peu catastrophisme qu'on retrouve dans les médias, chez les fans, etc., parce que oui, on a la création, on a eu la formation d'un Big Three et de 3 superstars ensemble, etc. Donc il y a eu de très hautes attentes et puis le niveau médiatique aussi est très haut et sans doute plus élevé que le niveau de l'équipe parce que justement, c'est un peu mon point, je comprends le catastrophisme vu l'aura médiatique, mais en même temps, on a quand même affaire à une équipe déjà qui avait le meilleur seed qui a gagné, bon ok, et surtout une équipe qui était à la lutte toute la saison pour être la meilleure équipe de l'Ouest premièrement, et de l'autre côté, une équipe qui a failli se retrouver en play-in même. Donc, voilà, c'est pas non plus illogique. Même si, moi le premier, j'avais quand même un pronostic où je pensais que ce serait plus serré que ça. Bon, je pense tout de même que il y aurait eu moyen de faire plus. Est-ce que si le score avait été de 4-1 ou 4-2, on aurait eu une vision différente, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'il y a un aspect grosse gifle, en fait, très, très grosse gifle, parce que 4-0 sanglant, et c'est vrai que même si j'argumente un peu en disant que ils auraient pu prendre un match ou deux, en vérité, on a vu quand même une gifle monumentale, quoi, sur le niveau de jeu. Mais encore une fois, je veux souligner le fait que Minnesota, c'est pas n'importe qui. Et peut-être même que moi, le premier, j'ai un peu sous-estimé Minnesota. Même si, en effet, pour commencer à parler de la série, je trouve qu'on est, mine de rien, sur un score de 4-0 qui illustre à la fois le manque d'adaptation ou la capacité aussi d'adaptation de ces Suns, en élément principal un peu le spacing, mais aussi, je pense que le score reflète aussi à quel point est-ce que le match-up était parfait pour les Wolves. Vraiment, je pense que ce score est à ce point spectaculaire parce que on a eu le bon match-up pour Minnesota. Vraiment, les forces des Timberwolves étaient parfaites pour les forces ou les faiblesses des Suns. Donc ça a été plié assez rapidement. Et je pense que, comme dit, il y a un premier problème pour moi qui est assez évident, qui est celui de l'attaque. Celui de l'attaque et du spacing, en fait. Qui est pas le seul, qui est pas le seul du tout. Je pense qu'ils auraient quand même pu passer outre, mais
un des problèmes en tout cas des Suns, c'était l'attaque et c'était le spacing en un sens. Parce que paradoxalement, sur le début de série en tout cas, peut-être pas les 2 derniers matchs, mais sur les 2 premiers, matchs 1 et 2, je trouvais que la défense des Suns c'était quand même pas mal du tout. Franchement, elle était quand même pas mal du tout. Ça se voit d'ailleurs un peu dans les chiffres, même schématiquement. Voilà, les Wolves, leur faiblesse, c'est que, en tout cas, le doute que moi j'avais, c'était à quel point est-ce que c'est une bonne attaque de demi-terrain, à quel point est-ce qu'ils ont ce côté création de jeu sur demi-terrain qui pouvait être élevé ou pas, sachant que en saison régulière, ils étaient quand même pas si forts que ça, ils étaient à peine dans la moyenne, je crois, un peu dans la moyenne NBA, donc loin des standards d'une équipe d'élite candidat au titre d'habitude, on va dire. Mais, voilà. Malgré ça, je trouve que le début de série, défensivement, a été assez solide. Et que on a eu ce fameux match 1 avec le run de Edwards, où on a eu beaucoup de shot-making. En fait, on en avait parlé la semaine dernière, mais c'était beaucoup de schémas qui essayaient de l'enfermer à mi-distance en structurant le terrain autour de lui. Et juste, il les a mis les tirs à mi-distance. Donc même s'il pouvait pas aller au panier, il a quand même réussi à faire des choses. Et puis ensuite, comme il mettait les tirs, on s'est découvert et on a voulu défendre haut sur lui, et agressivement d'ailleurs sur le reste de la série. Et là-dessus, on voit aussi tous les progrès d'Edwards cette année au playmaking, où en effet il a su tirer profit de ça. Mais bref, mettons un peu entre parenthèses de la défense pour l'instant. Je pense que non pas le premier problème, mais le premier point sur lequel j'ai regretté qu'on n'ait pas un ajustement, donc c'était l'attaque, et c'était le spacing. Même si, en vrai de vrai, c'est pas le seul problème de spacing. C'est peut-être celui qui était peut-être le plus tangible, et j'aurais voulu voir le plus d'ajustements qu'on n'a pas totalement eu. Mais c'est vrai qu'on peut dégager 3 problèmes dans cette série, qui a été le manque de créativité tactique, premièrement, le manque de spacing, deuxièmement, qui ne pardonne pas face à cette défense, et puis troisièmement, le profil des stars. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dont on a parlé sur le Basket Lab depuis des mois et des mois. Et là, je pensais que ça les rattraperait un jour. Je pensais pas que ça leur exploserait à la figure comme ça. Le côté, oui, certes, on a 3 stars, on a 3 superstars en termes de talent pur, et en termes de niveau de jeu aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même affaire à 3 stars qui ne sont pas... vous savez, on aime bien cette distinction sur le Basket Lab de casseur de défense versus terrasseur de défense. Donc, est-ce que tu es capable de casser une défense, de créer des décalages partout et donc de créer du jeu, ou est-ce que tu es juste un terrasseur, tu es juste, je m'élève par-dessus mon défenseur, grosso modo, hein, et juste je terrasse comme ça, mais je ne la casse pas. C'est juste que je score malgré tout, mais je ne vais pas lui faire mal, je vais pas créer un chaos, je vais pas créer des décalages, etc., etc. Et c'est vrai que les Suns, on en a parlé, il n'y a pas de playmaker de premier ordre. Kevin Durant, c'est un terrasseur, le meilleur terrasseur de l'histoire, certes, mais ça reste un terrasseur, c'est pas un casseur de défense qui va créer moult décalages, surtout avoir le playmaking derrière pour en profiter. Devin Booker, c'est peut-être le profil qui est un peu plus hybride entre tous, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis Bradley Beal aussi. Donc il y a un peu ce côté profil de star, premièrement, et puis deuxièmement, même en tant que scoreur, il y avait aussi un élément particulier en plus, qui est que aucun des 3 n'était un gros driver. Je pense que celui qui l'est le plus, c'est Bradley Beal, mais c'est pas non plus la folie. Et ça on en a discuté, toute la saison. C'est vrai que il y a un côté redondance de profil et qui a gêné d'abord, et il y a un certain profil qui a manqué. Le profil de playmaker de premier ordre, premièrement, et surtout aussi le côté driver de très très haut niveau. Parce qu'il n'existe pas de meilleure manière de créer du chaos dans une défense, de provoquer des rotations, de créer du jeu, etc., que de par des drives, en fait, en mettant la pression au panier, parce que le panier et la raquette, c'est plein centre du terrain, donc quand il y a des aides, ça veut dire qu'il y a des passes qui s'ouvrent un peu partout, les angles de passe sont ouverts partout quand on est plein centre, mécaniquement. Enfin bref, il y a beaucoup de conséquences au fait d'avoir de bons drivers, et c'est vrai qu'on est tombé à l'inverse dans un peu la tendance de ces joueurs-là, de ces stars-là, qui est de prendre beaucoup de pull-up à mi-distance et de tirer dans le périmètre plutôt que d'aller au panier et mettre une pression au panier. Durant, Booker et Bradley Beal, c'est pas Luka Doncic, quoi. C'est pas Zidane, mais c'est pas des gros drivers, c'est pas ce genre ce type de profil. Donc c'est vrai que ça a manqué, et c'est là où tout se rejoint en fait pour moi, parce que premièrement, donc on peut commencer par là, le profil des stars est particulier, mais deuxièmement, il n'y a pas eu la créativité tactique pour passer outre, et troisièmement, il n'y a pas eu non plus le spacing pour passer outre. Donc à la base, on a des profils qui sont pas idéaux, on va dire, en tout cas pas les 3 ensemble, et il manque un peu un truc, quoi, il manque l'étincelle, et en plus, il n'y avait pas le spacing, donc ça c'est un peu embêtant,
il n'y avait pas non plus une créativité tactique qui a fait qu'on pouvait tout de même arriver à les combiner et à créer des choses malgré tout, de par des systèmes, de par des combinaisons, de par plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce qui fait que, à mon avis, ce côté profil de pull-up et profil de mi-distance et profil de pas gros driver leur a un peu explosé à la face parce que il manquait et le spacing et la créativité tactique pour passer outre. Donc voilà, vraiment, moi, c'est un peu l'histoire de la saison. On reviendra tout à l'heure sur le bilan de la saison un peu plus global, mais pour moi, c'est un peu l'histoire de cette série, pour le coup, parce que ouais, ça pardonne pas, en fait. Et ça pardonne pas face à cette défense, évidemment. Mais notamment sur le côté profil des joueurs. Voilà, je peux aussi vous renvoyer sur le podcast qu'on a fait avec Antoine Tartrou, il y a 1 an pile, je crois, à propos de Kevin Durant, le paradoxe Kevin Durant. Voilà, Durant, c'est le scoreur absolu, efficacité, les meilleures efficacités de l'histoire, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Mais c'est pas quelqu'un qui, de par lui seul, peut créer du jeu parce qu'il n'a pas ce playmaking-là, il n'a pas cette création collective. Donc voilà. Kevin Durant, il a toujours eu Westbrook à côté, premièrement. Ensuite, il a eu le système de Warriors, deuxièmement. Et puis après, c'était même honnête, il y avait James Harden qui était un peu dans ce rôle-là de casseur de défense. Et voilà, là, c'est vrai que ça manque un peu. Ça manque un peu, donc c'est un peu un problème, et manque de spacing a fait que aussi, je pense que le meilleur dans la série des 3, je pense que je dirais Bradley Beal tout de même, mais c'est vrai que plus globalement, pour moi il y avait un manque de spacing qui était flagrant, parce que, exemple très simple, mais au-delà même de, je peux pas faire un drive parce que sous le panier il y a quelqu'un qui m'attend, et qui peut se permettre d'être sous le panier plutôt que de défendre son attaquant parce qu'il craint pas le shoot. Au-delà de ça, même sur l'exemple de pick and roll en fait. Les pick and roll, c'est un exercice où les 3 sont quand même largement au-dessus de la moyenne. On n'est pas niveau LeBron, on n'est pas niveau Luka Doncic ou Chris Paul. Ils sont quand même compétents. Mais là, le problème pour moi, c'est que on regarde le spacing et qu'est-ce qui s'est passé. Sur les pick and roll, Minnesota pouvait envoyer 2 défenseurs, les 2 défenseurs, donc le défenseur du porteur de balle et le défenseur intérieur. Les 2 pouvaient rester sur le porteur de balle. Et pourquoi ? Parce que Nurkic, notamment quand c'était Nurkic, Gobert défendait sur Nurkic, donc Nurkic en poseur d'écran, Nurkic il n'a pas le pick and pop. Donc il y a un nombre incroyable d'actions où forcément les 2 défenseurs du pick and roll, les 2 sont sur le porteur de balle, sur Bradley Beal, sur Booker ou même sur Kevin Durant. Donc oui, il y a une question de profil, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que il manquait un pick and pop, donc ce qui fait qu'on ne craignait pas du tout cette menace un peu dans le périmètre. Il n'y avait pas non plus un pick and roll fabuleux, puisque Nurkic il n'a pas non plus cette verticalité ou ce pop ou cette agressivité pour aller au panier. Donc ce qui fait que on avait une menace ni d'un côté ni de l'autre, et c'est là où ça a un peu, je pense que le problème a un peu été amplifié vu qui y avait en face. Parce que Nurkic, il a fait du bien cette saison. Il a fait beaucoup de bien, et notamment ce côté avec Kevin Durant, partenaire un intérieur passeur partenaire de Kevin Durant, c'est très bien. Durant lui tournait autour, poste haut, poste bas, voilà. Nurkic fait du bien, mais dans cette configuration, face à cette défense, et notamment la configuration des pick and roll, non, parce que la majorité des pick and roll, les 2 défenseurs restaient sur le ballon, et donc voilà, Bradley Beal, il sortait de son écran, il y avait nulle part où aller. Devin Booker, c'est pareil. Et encore une fois, ça va être nuancé, ça va être un peu sur tous les tableaux, c'est pas que ça, c'est pas que les joueurs qui, mine de rien, ont pas été bons non plus. Mais voilà, pour moi, c'est un amas de plein de facteurs différents qui viennent s'additionner. On dit pas c'est ça et c'est pas tout le reste, non. Il y a plein de facteurs un peu qui viennent s'additionner. Pour moi, le spacing, et notamment ce jeu de pick and roll, c'était un peu, ça marchait pas. Au-delà des pick and roll, comme dit, il y a aussi le fait que même quand c'est pas un jeu à 2, un pick and roll, le spacing n'est pas optimal tout le temps, donc parfois même il y avait une action ou une isolation ou n'importe quoi, et il y avait tout le temps quelqu'un dans la raquette, tout le temps, parce que voilà, quand t'as pas un spacing parfait, les équipes, et notamment la meilleure de NBA, la meilleure défense de NBA, peut se permettre d'abandonner pour surcharger le terrain et pour boucher l'espace intérieur. C'est ce qui a été fait, et donc c'est là où ça s'est très très mal marié en fait, parce que on a d'un côté des joueurs qui ne sont pas des gros drivers, qui mettent pas qu'on appelle la rim pressure, la pression au panier. On n'a pas des joueurs qui sont de gros joueurs pour mettre la pression au panier, pour casser une défense comme ça. Oui, dans un mauvais spacing, ça a encore plus amplifié l'aspect. Je m'arrête à mes distances et je prends mon pull-up un peu inefficace, assez peu rentable en termes de quantité sur un gros échantillon. Donc voilà, pour les Timberwolves, c'était totalement rentable de faire ça.
C'est-à-dire que, bah ok, tu veux prendre ton pull-up, bah prends-le. Et notamment, j'ai en tête le match 1, où, bah ouais, Kevin Durant, il est quand même pas mal en forme. Hein. Durant, sur le match 1, il en met pas mal les pull-ups. Mais il crée pas plus de jeux que ça. Durant, match 1, oui, il en met pas mal les pull-ups. Hein. Isolation, etc. Même contesté, il les met. Mais ça crée pas de jeu, ça crée pas de synergie, et c'est qui te double en fait. Hein. C'est toujours qui te double de bah, je le mets ou je le mets pas, quoi. Mais il y a pas une synergie offensive. Et là-dessus, bah ouais, c'est le match-up, le pire match-up possible, parce que t'es face à une défense qui est étouffante, et si toi-même t'as pas un peu un jeu aéré, dynamique, espacé, qui essaie un peu de perturber ça, bah non, tu te laisses engluer, il y a nulle part où aller en fait. Très simplement. Et c'est vrai que je pointe d'autant plus du doigt le spacing, parce que pour moi, c'était sans doute l'aspect le plus tangible, comme dit, et celui sur lequel il y avait possiblement des ajustements à faire qui n'ont pas tant que ça été fait. En tout cas, ça a un peu tardé à venir. Sur la fin de la série, sur le dernier match, notamment, oui, en effet, Nurkic a à peine 20 minutes sur le match, et du reste, beaucoup plus de minutes pour Royce O'Neal et autres profils comme ça. Mais je trouvais que ça a un peu tardé. Ça a un peu tardé, et c'est un peu toujours comme ça avec les coachs en général, c'est le biais du risque zéro, ou en tout cas le biais de attention, on ne va pas faire trop de changements, on va pas être trop téméraire parce que sinon on va le payer. Et je peux comprendre, hein, mais il y a toujours un aspect, enfin il y a souvent un aspect où on trouve que les ajustements arrivent trop tard, en fait. Et là, au bout d'un match ou deux, moi je prêchais plutôt pour un côté, bon ben de toute façon, la défense, on va pas être génial, et le peu qu'on est, c'est peut-être pas forcément entièrement Nurkic, hein. C'est pas non plus Nurkic qui va aider à protéger le panier ou autre, c'est surtout les schémas qui étaient pas mal en début de série, les schémas de ben voilà, Devin Booker qui se met dans le gap, qui se met en tête de raquette, qui bouche l'espace, pardon, pour Anthony Edwards qui veut driver, Bradley Beal pareil, là dans le deuxième rideau de Kevin Durant, etc. Donc j'étais un peu, je prêchais un peu ce truc de c'est pas grave, on va perdre un peu en défense, mais on va plus gagner en attaque avec un small ball total, Royce O'Neal entre guillemets poste 5 ou Kevin Durant poste 5, mais un small ball et un space out maximal. On va plus gagner avec ce spacing maximal que ce qu'on va perdre défensivement, notamment avec Nurkic qui n'est pas sur le terrain. Et c'est vrai que moi, tout le long de la série, j'étais un peu frustré que ça ne vienne pas beaucoup en tout cas, parce que ça n'aurait pas réglé le problème des profils de joueurs, ça n'aurait pas réglé le problème que ce ne sont pas des drivers, etc. Mais j'aurais été curieux de voir plus que ça des pick and roll avec le porteur de balle qui n'est pas défendu par deux, quoi. Parce que si plutôt que Nurkic, tu as Royce O'Neal qui fait le pick and pop, il est au moins un peu défendu. Et c'est même pas obligé d'être Royce O'Neal. Hein. Si tu fais un pick and roll avec Kevin Durant, en poseur d'écran, par exemple, avec Royce O'Neal dans le corner ou sur l'aile, mais voilà, tu fais un pick and roll avec Kevin Durant, Kevin Durant, il est respecté en pick and pop. Donc t'en as pas deux sur le ballon. Donc voilà, là-dessus j'étais un peu déçu, et ce qui m'amène un peu à un autre point, enfin un point que j'ai déjà cité, c'est le manque de créativité tactique, où je trouve que on a largement un peu sous-utilisé les combinaisons possibles. C'est-à-dire que oui, on peut souligner le manque de spacing. Oui, on peut souligner les profils. On a déjà fait en longueur sur les profils, mais mine de rien, malgré tout, au-delà de ce côté, ils aiment bien prendre les pull-ups plutôt qu'aller au panier. Au-delà de ce côté, il n'y en a aucun qui est un excellentissime playmaker de premier ordre, manipulateur de défense, etc., etc. Au-delà de ça, ce sont quand même 3 des joueurs les plus polyvalents parmi les stars, je trouve. C'est-à-dire que Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, ils peuvent jouer avec la balle et sans la balle. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé que il y avait un potentiel de combinaison entre les 3. Alors, soit à 2, soit à 3, soit avec d'autres. Hein. Mais j'ai trouvé qu'on n'a pas eu une dose de créativité tactique pour créer ce genre de combinaison et avoir des résultats, en fait. Et tirer profit complètement de leurs menaces. Parce que, certes, c'est pas des drivers, c'est pas des LeBron James, c'est pas des Luka Doncic, etc., mais tu peux faire plus. Je pense que tu peux faire plus. Et là, ce qu'on a eu, c'était pas fou. Donc, je mettrais quand même un peu un côté manque de créativité tactique qui a fait du mal, parce que quand tu rajoutes ça à tout le reste, ça explique un peu les performances défensives de Minnesota, je trouve. On a eu peut-être beaucoup trop de les possessions un peu stagnantes de Phoenix, de justement l'isolation, le pick and roll un peu statique, etc., les fameux pull-ups, voilà. J'aurais aimé beaucoup plus, et je trouve qu'on ne l'a pas eu, c'est un peu dommage, mais voilà. Et de l'autre côté, on a eu aussi des schémas, et je pense qu'on va le voir sur le reste des playoffs notamment, mais un aspect qui a très bien marché pour Minnesota, c'est le fait que défensivement, en fait, notamment les pivots, les pivots quand ça faisait des switches, déjà, ça pouvait switcher, et il n'y avait pas de problème, on ne se faisait pas déborder directement, donc Gobert,
et Nasrid notamment. Mais ils font aussi une tactique qui est très classique finalement, qui est sur des switches, le mec qui fait le switch, ensuite il presse très haut. Et donc Gobert qui va presser très haut sur Kevin Durant, oui, il est vulnérable, donc à un drive. Parce que l'extérieur est plus rapide, donc l'intérieur qui est a priori un mismatch, plus il va aller haut, moins il va avoir de marge de manœuvre. Donc il peut se faire déborder. Mais en fait, c'est précisément là tout le schéma de Minnesota et en fait de tout le monde. Je me souviens que Denver faisait déjà ça avec Mason Plumlee en 2020 par exemple, mais c'est un classique. C'est un classique de chez classique, c'est-à-dire on donne le switch, ok, on fait semblant qu'il y a un mismatch, ok, mais en fait on presse très haut et très fort pour deux choses. Premièrement, si on se fait déborder, c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un en deuxième rideau. Voilà. Et autre raison aussi, deuxième raison, c'est que Gobert, quand il montait très haut sur Kevin Durant, ou quand Nasrid montait très haut sur Booker, ou sur Durant, ou sur Bill, ou n'importe qui, pourquoi est-ce qu'on monte très haut ? C'est aussi pour empêcher un pull-up à 3 points. Et pour justement un peu forcer le joueur à driver, en sachant qu'il n'est pas à l'aise pour driver, mais le forcer à driver vers une deuxième aide, ou un troisième défenseur qui va être là aussi, quoi. Donc voilà, c'est un peu là-dessus où le match-up était pas bon du tout. Spacing, profil des joueurs, coaching, et même en termes de résultats, pour parler un peu de stats, c'est une équipe qui a pris extrêmement peu de 3 points sur cette série. C'est-à-dire qu'ils en ont pris, premier match, 35% de leurs tirs étaient à 3 points, ensuite 25, 31 et 31. Sachez que c'est dans le 41e centile, donc mieux que 41% des matchs de cette saison, 6e centile, 17e centile et 15e centile. Voilà, donc très très peu de 3 points en termes de nombre de 3 points, très peu de tirs au panier également, et puis 2 matchs sur 4 où Phoenix a été catastrophique au rebond offensif. Mais vraiment, quand je dis cata, c'est cata de chez cata. C'est pas juste un peu mauvais. Il n'y a aucun apport au rebond offensif. Et c'est un peu dommage parce que c'était censé être une de leurs forces, en fait. Le rebond offensif et cette capacité d'aller chercher des opportunités en plus. Le fameux jeu des possessions où tu vas chercher des cartouches en plus parce que tu as plus de ballons que l'adversaire, tu as plus de possessions parce que tu as des rebonds offensifs. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons du tout sur 2 matchs sur 4, donc ça fait quand même la moitié. Je pense que c'est aussi lié au fait que Nurkic a été un peu en difficulté. Josh Okogie n'a pas beaucoup joué non plus sur la série, alors que lui aussi, normalement, c'est un peu un moteur de ça. Donc voilà, un peu pour continuer un peu les stats, 2 matchs sur 4 où tu ne vas pas chercher des rebonds offensifs qui est un peu ta force, c'est dommage. Et puis aussi beaucoup de turnovers. Et même beaucoup trop. Et même si, là encore, le fit était parfait pour les Wolves, parce que on a affaire à une équipe qui, en effet, déjà n'a pas de vrai meneur, donc il n'y a pas un poste gestionnaire, il n'y a plus Chris Paul, grosso modo, qui peut un peu tenir la baraque et annoncer les systèmes, etc. Donc, premièrement, mais une équipe qui, de base, perd beaucoup de ballons. Cette saison, c'est une équipe qui perd beaucoup de ballons. Et donc, quand tu couples ça, une équipe qui perd beaucoup de ballons avec la meilleure défense de NBA, et surtout avec une escouade de joueurs de périmètre absolument fantastique, de Anthony Edwards, de Nickel Alexander-Walker, évidemment, de Jaden McDaniels. Voilà, on est sur de l'élite, de chez l'élite, pour mettre la pression sur le ballon, et parfois même, carrément, dans le camp de Phoenix. Et des fois, ils n'arrivaient même pas à remonter la balle. Donc, ou alors, ils remontaient la balle, mais ils mettaient 10 secondes à remonter la balle, ou même plus, et donc, il te restait, 10 ou 12 secondes pour mettre en place ton système, quoi. Juste le temps de remonter la balle. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que même sur des possessions de jeu posés, pareil, Bradley Beal, qui est un bon driver, mais il peut pas tout le temps dépasser des mecs qui sont d'élite, quoi. Alexander Walker et Edwards, même Mike Conley un peu, on est vraiment sur l'élite, quoi. Donc là-dessus, voilà, là encore, le fit était pas bon, et il y a un côté très pression ultra intense de la part de Minnesota qui a très bien matché avec une équipe qui déjà n'était pas sûre d'elle-même et perdait beaucoup de ballons. Donc, mariage parfait pour Minnesota, qui a en effet réussi à faire beaucoup de dégâts. Et puis, pour passer rapidement sur le côté défensif de la série, là encore, on a vu exploser au grand jour ce qui était la faiblesse de Phoenix, c'est-à-dire la défense du panier. La défense du panier, ça a été cata, on savait que c'était la faiblesse de Phoenix, et là, ça a été très mauvais, parce que en termes d'efficacité autorisée au panier, ça va, c'était pas cata. On des scores entre le 40e et le 75e centile, on va dire, donc voilà, ça pouvait alterner, on était grosso modo autour de la moyenne, un peu en bas, un peu en dessous, un peu au-dessus parfois. Donc au niveau de l'efficacité au cercle, ça va. Par contre, c'est le nombre de tirs au cercle qui a été extrêmement élevé, beaucoup trop élevé. Et donc très mauvais. Parce que c'est les tirs les plus rentables, donc t'as pas envie de les concéder.
Là-dessus, non. Ils ont été, pour vous dire les centiles, donc où est-ce que ça se situe en termes de le rang des performances, 34e centile, 4e centile, donc à peine mieux que 4% de tous les autres matchs, 20e centile et 0e centile. Littéralement le 0. Le rang 0. J'ai jamais vu ça sur Cleaning the Glass. Donc voilà, c'est là encore, très mauvais fit parce que on a affaire à une équipe de Minnesota qui, quand elle veut, elle peut le faire. Et notamment avec Edwards. Et c'est ce qu'on a vu. Edwards, il a ce défaut de parfois prendre beaucoup trop de pull-up et de pas aller au panier. Mais là, il s'est régalé. Il s'est régalé. Parce que déjà, non, généralement, parce que le Phoenix ne défend pas bien le panier, en fait. Il y a un problème de défense du panier à cause de, à la fois le premier rideau et puis le deuxième. Voilà, c'est très très simple. Hein. C'est-à-dire qu'en premier rideau, on a des gens qui se font dépasser un peu facilement, parfois. Des Bill ou des Booker, ou voilà, c'est pas parfait. Et en deuxième rideau, on a un Nurkic, qui est plus du tout un pivot défensif à ce stade de sa carrière, donc compliqué, et parfois Kevin Durant, j'ai pas trouvé qu'il a fait une grande série défensivement, en tout cas sur la fin. Au début c'était pas mal du tout, mais sur la fin j'ai trouvé que la défense en second rideau elle était pas tout le temps top. Il y a le fameux dunk, hein, d'ailleurs, le dunk de Edwards, un peu pour conclure la série, la money time du match 4, il dépasse en premier rideau Bradley Beal sur un premier pas, voilà, déjà premièrement, et puis en deuxième rideau, il est censé y avoir Kevin Durant, mais qui a une demi-seconde de retard. Et ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme une demi-seconde de retard à ce niveau-là, parce qu'il regarde ailleurs et que donc il réagit trop tard, et le temps qu'il aille apporter l'aide au panier, Edwards est déjà en train de dunker, quoi, quasiment. Donc voilà, une action qui illustrait assez bien, à mon avis, ce côté, faiblesse de Phoenix, on ne protège pas bien le panier, et Minnesota a su appuyer là-dessus, donc beaucoup de tirs concédés au panier en termes de fréquence. Deuxièmement, au niveau des lancers francs, ça a été catastrophique aussi, vraiment très mauvais pour Phoenix, puisque, pour vous dire encore une fois, le nombre de lancers, enfin pas le nombre, le rang, le rang de leur performance au niveau des lancers francs, 27e centile, 4e centile, 6e centile et 13e centile. Donc, 27e centile, mieux que 27% des autres matchs de cette saison, mieux que 4%, mieux que 6% et mieux que 13%, autant dire des scores qui sont plutôt vers le bas. Donc, non seulement beaucoup de tirs au panier autorisés, mais aussi beaucoup de lancers francs autorisés, et puis beaucoup de rebonds aussi. Donc, c'est là-dessus aussi où on en arrive un peu à la conclusion de quid de Nurkic, en fait. À quoi ça servait d'avoir un Nurkic un peu sur le terrain? Et je dis pas ça parce que moi, dès le début de la série, je prêchais pour qu'il joue moins et qu'on tente un peu la carte et le tout pour le tout spacing. Mais à quoi sert Nurkic si en effet tu concèdes beaucoup de tirs au panier, avec pourtant un vrai pivot, tu concèdes beaucoup de tirs au panier, tu les défends pas très bien non plus, tu concèdes beaucoup de lancers francs avec des fautes, et t'es friable au rebond. Voilà, c'est un peu ça, comme ça que j'argumentais à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques jours, quoi. De dire, certes, il t'aide en défense, évidemment qu'il va plus t'aider qu'un autre profil, mais en même temps, c'est pas comme si tu te passais de Rudy Gobert, ou de Wembanyama, ou de Draymond Green, ou de Bam Adebayo. Certes, tu vas un peu perdre en défense, mais ce que tu fais déjà en défense, tu le fais surtout avec les autres, avec Durant qui est en deuxième rideau, avec du positionnement dans les gaps, essayer de rétrécir le terrain comme ils l'ont très bien fait sur les 2 premiers matchs. Voilà, c'est un peu dommage, et c'est vrai que la défense a été trop friable, je trouve, sur cette série. Donc voilà pour la série, on va peut-être pas en faire plus sur ce sweep, peut-être qu'on peut passer du coup à notre deuxième partie, le bilan de la saison. Alors, comme dit, on fera un bilan un peu plus en détail dans notre format des bilans équipe par équipe, le format des stats de la saison. On fait un bilan en 10 stats, 10 points clés, vous le savez, chaque été, et donc là on va faire un bilan un peu plus rapide tout de même. Mais en gros, grosso modo, si on fait un bilan rapide de la saison dans sa globalité, en fait on est un peu pareil que cette série. Mais accentué, en fait. Tous les défauts que j'ai évoqués, c'était les mêmes qu'on a vus sur la saison, assez logiquement. Premièrement, il y a eu l'aspect de la globalité de la saison qui a été celui des blessures. Bon, ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien à partir du moment où on a les joueurs, mais c'est vrai que ce sont des profils, là encore, des joueurs qui sont relativement injury prone, on peut dire parfois. Mais voilà, ils ont été embêtés par les blessures, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que je reviens un peu à cette idée du potentiel inexploité en attaque. Parce que certes,
les profils sont particuliers, on n'a pas un vrai créateur classique, go-to-guy un peu normal, un peu héliocentrique, j'ai tous les ballons, je suis un manipulateur de défense, je suis un gros driver, etc. etc. On n'a pas ça, et j'insiste, encore une fois, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux créativement, en termes de tactique et de schéma, de combinaison à mettre ensemble. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je crois que j'en avais parlé quand j'avais fait les previews du premier tour des playoffs. J'avais dit, est-ce qu'ils vont faire comme Golden State à l'époque de Kevin Durant aux Warriors, qui était un peu le côté, en saison régulière, on n'utilisait pas tant que ça le pick and roll Kevin Durant et Stephen Curry, et c'était un peu l'arme atomique qu'on se réservait pour les playoffs. Et en playoffs, on sortait ça, c'était indéfendable. Le pick and roll Curry Durant. Et je me demandais à quel point ça allait être ça sur les playoffs. Ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est un peu un exemple comme ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu des tonnes de pick and roll entre petits. En tout cas, pas assez à mon goût. J'ai pas l'impression d'avoir vu des tonnes de combinaisons entre les trois ensemble. Alors, oui, parfois c'était le cas, mais pas assez, je trouve. Vraiment pas assez. Donc là-dessus, je trouve que on a un potentiel inexploité en attaque et on peut faire mieux. Les profils sont pas parfaits, mais on peut faire mieux que ce qu'on a eu actuellement. Et c'est un peu là-dessus où, d'ailleurs, c'est marrant de voir que le propriétaire, il est relativement jeune, et pourtant, même lui, il a eu un peu, un comportement ou une décision de propriétaire un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Frank Vogel était parmi les candidats pour être coach de cette équipe, un peu en concurrence avec notamment l'assistant, celui qui deviendra l'assistant star, qui était Kevin Young, donc. Et finalement, même un jeune propriétaire de à peine 40 ans, il a fait comme les autres. Il a fait comme les autres, il a donné le poste au vieux mec old school, qui a des références et qui est ancien, notamment pour la gestion du vestiaire, ce qui est un peu ironique parce qu'au final, Vogel est détesté apparemment et ça passe pas bien du tout. Et voilà, on a déjà quelques déclarations dans la presse qui sont sorties, donc ça veut dire que Kevin Durant il est déjà allé parler à tel journaliste, peut-être même d'autres joueurs. Donc voilà, on sait que d'un point de vue management, c'est un échec, mais voilà, c'est un peu marrant et marrant si vous n'êtes pas fan de Phoenix, pardon, mais c'est un peu dommage parce que il y avait un peu ce côté avec Young, Kevin Young, qui était l'assistant, assistant qui n'a pas eu le poste, mais que pour faire rester, on a dit non, attends, tu vas être l'assistant star, prends ce contrat, et puis en gros, wink wink, en gros, si ça se passe mal, c'est toi qui deviens l'intérim, un peu comme Tyronn Lue à l'époque des Cavs, qui été l'assistant star de David Blatt, et puis d'un coup, hop, allez, ça dégage David Blatt, Tyronn Lue, tu prends les rênes. Je pense qu'il y avait un peu ce truc-là, et c'est dommage parce que Kevin Young avait l'air d'avoir plein de belles idées sur le jeu. Vous allez me dire, c'est facile d'avoir de belles idées quand c'est pas à toi de les mettre en place, mais j'aurais aimé avoir mieux. J'aurais aimé avoir plus, et je me demande si ça n'a pas été un peu un des mauvais choix de la saison de partir sur Frank Vogel plutôt que Kevin Young. Et je parle de Kevin Young, on peut en prendre d'autres exemples, mais je veux dire, à quel point est-ce que partir sur le côté vieux coach un peu expérimenté, un peu pour le côté management, plutôt que prendre un mec qui tactiquement va être un peu plus créatif, mais qui n'a pas le côté management, à quel point c'était un bon choix ou pas, je ne sais pas, sachant qu'entre-temps, notre ami Kevin Young est parti pour BYU, il a signé à BYU, donc ça y est, maintenant que la saison est finie, il va partir coacher en NCAA à BYU, donc en plus il est parti. Comme dit aussi, des premiers bruits de couloir comme quoi ça se passait pas bien dans le vestiaire, donc à quel point est-ce que c'est un joueur qui a parlé et c'est exagéré ou pas, en termes de sources, etc. Mais je serais pas choqué que finalement Frank Vogel saute. Donc là encore, voilà, pas si mauvais que ça non plus la saison de Vogel, mais largement en dessous des attentes, je trouve. On aurait pu faire mieux, encore une fois, c'est un peu le slogan, c'est qu'on aurait pu faire mieux. Et là où c'est frustrant en plus avec les Suns, ça n'a pas été le cas sur la série, mais sur la globalité de la saison, et pourquoi j'étais un peu chaud sur eux, moi, c'est que il y a des passages où c'était très bon, en effet. Dans notre hebdo du lundi matin, tous les lundis matins, on fait une hebdo, on en parlait assez régulièrement, mais à chaque fois, il y avait des bons passages des Suns. C'est juste que c'était très irrégulier. Mais les bons passages étaient très bons. Les passages où ça combinait bien entre eux, il y avait du mouvement, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est resté à une échelle de... c'est parfois, mais c'est pas tout le temps. C'était pas l'identité de l'équipe, c'était pas un truc constant, c'était plus un truc assez irrégulier. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc, pour dire un peu rapidement les chiffres, puisqu'on est dans le bilan de la saison rapidement, 9e attaque de NBA. Je pense qu'avec ce potentiel, ce star power, on peut faire plus, on peut faire mieux. Surtout comme dit que théoriquement, ce sont des profils de joueurs qui sont les trois très polyvalents et qui peuvent se combiner entre eux. Donc je pense qu'on peut faire mieux que 9e meilleure attaque de NBA. Au niveau des 4 factors, les 4 facteurs stats pour définir une attaque ou une défense. 7e au niveau de l'adresse en attaque. 8e sur 30 au niveau du rebond, donc le rebond offensif, qui était une de leurs forces cette saison.
Premier au niveau des lancers francs. Les Suns, c'était la première équipe de NBA en termes du taux de lancers francs, de lancers francs provoqués. Par contre, il était, comme dit, 25e au niveau des turnovers. Et puis, en particulier aussi, pour continuer un peu à décrire, donc 9e attaque aussi sur demi-terrain, non pas en général, mais sur demi-terrain précisément, 9e attaque de NBA. Et par contre, c'est vrai que ce qui plaît un peu moins, mais ce qui est un peu aussi lié au profil des joueurs, évidemment, c'est que très peu de 3 points, généralement. 19e équipe sur 30 en termes de fréquence de 3 points. C'est très peu. 25e en termes de fréquence au panier. C'est très peu aussi, et c'est marrant parce que vous allez voir sur le site Cleaning the Glass les fréquences de tir au panier. Les 3 dernières années, ils étaient 30e sur 30. Pourquoi ? Parce que c'était Chris Paul. C'était les années Chris Paul, et ça allait très peu au panier. Alors, ni Chris Paul, ni Ayton, ni Booker n'allaient beaucoup au panier. Et là, c'est un peu pareil. On a remplacé par Kevin Durant et Bradley Beal, qui eux non plus vont pas des tonnes au panier. Donc voilà, très peu de tirs au panier, 25e sur 30. Et par contre, premier, évidemment, au niveau des mi-distances. Premier au niveau des mi-distances en général, et au niveau des longs 2 en particulier, sur les mi-distances, les longs mi-distances, longs tirs de points. Donc voilà, attaque un peu décevant l'attaque. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, à être déçu de l'attaque, pardon. Et puis la défense, 12e de NBA, cette saison, 12e défense de NBA sur 30, sachant qu'il crée très peu de turnover adverse. 24e sur 30 en termes de turnover adverse créé. 18e au niveau du rebond aussi. Donc là aussi, c'est un peu dommage parce que si tu joues avec Nurkic, a priori, c'est pour avoir un peu... Enfin, t'es un peu censé avoir une assise au niveau du rebond défensif. C'est là qu'il aide aussi notamment. Et il l'a pas trop fait. Et puis d'autres chiffres aussi un peu marquants. Comme dit, 17e en termes de fréquence de nombre de tirs adverses au panier. Phoenix n'était pas du tout une bonne défense du panier avec le personnel qui était sur le terrain. Et puis c'est vrai que quand on regarde notamment, c'est un peu tout le paradoxe, c'est que je tape un peu sur Nurkic. Pourtant, quand on va voir les on-off de l'équipe, qui est-ce qui améliore le plus, notamment la fréquence de tir au panier en termes de, enfin non, le nombre de tirs au panier autorisés ou l'efficacité autorisée au panier, c'est Nurkic qui est parmi les meilleurs en termes de différentiel avec et sans, évidemment. Donc oui, c'est de facto le meilleur ou un des meilleurs de l'équipe, je pense on peut dire le meilleur de l'équipe, mais comparé non pas au reste de l'effectif, mais comparé au reste des pivots, on est très mauvais. On est même à un niveau qui, je pense, est insuffisant pour une défense qui veut aller loin en play-off, à mon avis. Et c'est un peu là-dessus où, du coup, c'est un peu le... Nurkic, à mon avis, est un peu le point clé de tout ça. Alors, pas que, comme dit, parce qu'il y a aussi une question tactique, mais pour moi, il y a un côté où, certes, il aide la défense, mais il aide sans doute pas assez, comparé aux standards que réclame le jeu aujourd'hui, comparé aux standards des autres pivots. Et voilà, c'est pas parce que c'est celui qui aide le plus au sein de l'équipe que ça veut dire que comparé au reste du niveau de compétitivité, notamment des équipes de play-off, c'est suffisant. Donc voilà, c'est plus un pivot défensif, malheureusement, c'est plutôt un pivot offensif, mais un pivot offensif qui a beaucoup de compromis aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un certain style de jeu, il faut lui donner la balle au poste haut, au poste bas, ou sur des dribble and off, en 5-out, etc. Mais il n'y a pas de shoot, il n'y a pas de pick and pop, il n'y a pas une énorme mobilité, il n'y a pas une gravité quand il plonge au panier, il n'y a pas de la verticalité quand il plonge au panier dans le dos d'un drop, par exemple, etc. etc. Donc c'est un peu là-dessus où Nurkic a été récupéré dans le trade de Ayton, souvenez-vous. Il a été plutôt une bonne surprise pour cette saison. Je ne veux pas du tout réduire son rôle, parce que il a été plutôt bon cette année. C'est juste que c'est un joueur à compromis des deux côtés du terrain, et à mon avis, ça a un peu explosé à la figure des Suns sur cette post-season. Comme dit, moi j'ai passé pas mal de temps cette saison sur l'hebdo tous les lundis matins à dire que régulièrement on rappelait que oui, il était bon, même sans doute une meilleure saison que Ayton, qu'il se fondait plutôt pas mal dans le collectif, etc. Il aidait beaucoup, la relation à Kevin Durant sur les dribble and off, sur le passing de Nurkic, c'était très bon, etc. etc. Mais la saison régulière c'est sympa, mais les playoffs c'est autre chose. Et là on a vu ce côté compromis qui a un peu explosé à la figure des Suns, avec compromis offensif de il n'y a pas tant que ça de jeu sans ballon, en tout cas il n'est pas une énorme menace sans ballon, il n'est pas une menace très dynamique pour aller au panier, il n'est pas une menace de pick and pop ou de shoot non plus, donc t'as pas un spacing qui est très bon, premièrement, et puis même défensivement, oui, il aide, comparé aux autres, comparé à Booker et Bill, il aide en défense, mais il aide pas assez, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec un joueur qui t'apporte un peu de l'attaque, mais que en défense c'est pas top, et que même en attaque c'est pas parfait. Je sais pas. Mais en tout cas, j'avoue que même s'il fait une bonne saison, et je souligne encore une fois, il fait une bonne saison, il a apporté beaucoup de trucs intéressants cette saison,
Mais par contre, si on commence un peu à se projeter sur la suite, moi je me dis que théoriquement, c'est absolument pas le profil que j'ai envie d'avoir à côté de ces trois-là, en fait. C'est-à-dire que pour avoir une certaine dose de créativité tactique, il faut aussi certains profils autour. Donc soit des mecs qui vont aller très fort au panier et représenter un peu une menace quand ils plongent au panier pour libérer d'autres trucs ailleurs, pour les stars, soit une menace de pick and pop. Et là, c'est vrai que on n'a pas trop ça, quoi. À quel point est-ce que tu as vraiment besoin d'un pivot qui va un peu tenir la balle, faire des dribble and off, faire des five out avec ces joueurs-là que tu pourrais combiner entre eux et ce serait suffisant? Bah, je sais pas. Donc voilà, Nurkic, qui n'était pas non plus le premier choix des Suns, hein, évidemment. Je pense qu'il fallait d'abord se débarrasser du contrat de Ayton, etc., etc. Donc l'effectif a beaucoup été remodelé. Ça a été plutôt une bonne béquille pour cette saison, je trouve, mais comme dit, voilà, je vais pas me répéter, je me suis déjà répété trop souvent, pardon. Voilà, joueur à compromis. Donc voilà pour le bilan de Nurkic et des Suns. Après tout de même, hein, puisqu'on fait un peu le bilan, je pense que Nurkic, malgré tout, est une satisfaction, mine de rien, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au vu de ces 2-3 dernières saisons qui étaient pas top. C'était une vraie bonne surprise, même si on a vu des limites aussi en fin de saison, comme dit. Grayson Allen aussi. Grayson Allen, excellente surprise de cette saison, qui a, là encore, hein, ses limitations, mais qui reste un 3&D, enfin quoi 3&D, peut-être pas, plutôt un connecteur, parce que 3, pas tant que ça là, mais en tout cas un connecteur avec shoot d'élite plus passing, fluidificateur de jeu, etc. Oui. Royce O'Neal aussi, qui a été récupéré à la trade deadline, qui à mon avis est une très bonne satisfaction, surtout qu'ils ont récupéré aussi ses droits, on va en parler. Gordon, c'était pas mal, hein, Eric Gordon, pour le tarif, qui a peut-être un peu trop joué, mais parce que blessure de Bradley Beal notamment, mais Gordon, pour le tarif où c'était plutôt une bonne addition, je trouve. Josh Okogie aussi, qui a été gardé. Ils ont préféré Josh Okogie plutôt que Torrey Craig, qui a aussi fait une bonne saison globalement, vu qu'on fait un peu le bilan de la saison. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses un peu sur lesquelles on reste sur notre fin. Il y a quelques très bonnes choses aussi, mine de rien, quelques positifs. Donc voilà, pour un bilan rapide, comme dit, on fera un bilan beaucoup plus détaillé plus tard, ne vous inquiétez pas. Et donc, on peut se projeter pour la suite. Troisième partie, les perspectives d'avenir. Premièrement, on l'a dit, je pense que ça va passer par un changement de coach. Voilà, on a entendu des trucs, apparemment Vogel a été menacé, c'était même sorti avant le match 4, rendez-vous compte. Mais donc voilà, je pense que Vogel, c'est un peu fini, Frank Vogel, il va prendre son chèque, il va partir. Et donc voilà, où est-ce qu'on va aller maintenant? Quelles sont un peu les options? Parmi les assistants un peu stars du moment, vous savez que souvent on va piocher dans les assistants de coach en place, c'est souvent eux les nouveaux head coach ensuite qui sont propulsés sur le devant de la scène. Celui qui a le plus la cote sans doute c'est Jordi Fernandez qui a déjà été engagé par Brooklyn, donc ça y est, ça c'est fini. Mais sinon parmi ceux qui ont la cote pas mal actuellement, on a Charles Lee de Boston, Charles Lee actuellement qui a plutôt la cote et son nom revient pas mal, donc assistant de Boston, je peux pas vous en dire plus que ça, hein, mais assistant de Mazzulla. On a aussi Lindsay Harding. Est-ce que vous connaissez Lindsay Harding, qui est une femme qui est la coach de l'équipe de D-League des Kings de Sacramento et qui a été championne de D-League, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis, mais voilà. Depuis, on a aussi entendu son nom sur plusieurs coaching opportunités de coach, un peu partout en NBA. David Adelman aussi, le fils de Rick Adelman, hein, le fameux Rick Adelman, mais assistant de Denver, qui apparemment son nom revient aussi pas mal cet été, enfin cette intersaison, puisqu'on est encore en avril. Chris Quinn aussi, vous savez, l'assistant de Spoelstra à Miami, qui a été, d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui était un ancien joueur NBA, mi-année 2000, alors que je ne savais pas du tout. Et vous savez, c'est celui qui a un peu la houppette de Tintin et qui est très bodybuildé, enfin assez bodybuildé, qui a des énormes biceps. Et c'est marrant parce que vous allez voir des images de quand il était joueur, il n'a pas du tout ces biceps-là. Et depuis, il a ça. Mais bref, Chris Quinn aussi, son nom revient pas mal. Donc ça, c'est un peu pour le côté assistant. Après, il nous reste encore des anciens coachs. Donc premièrement, Mike Budenholzer. Et là, j'avoue que je serais intrigué. Je serais vraiment très intrigué par Bud, parce que on sait que c'est pas non plus quelqu'un qui a une adaptabilité en playoff qui est excellentissime. Enfin, son bilan n'est pas parfait. Moi, je le nuancerais grandement. Même le côté de playoff, je nuancerais grandement parfois les critiques. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un excellentissime coach NBA, premièrement, et notamment, plus spécifiquement, un excellentissime coach offensif. Bud, si vous vous souvenez pas,
assistant de Popovic, notamment. Alors le pauvre, il part en 2013, à l'été 2013, donc il n'est pas champion en 2014, mais assistant historique de Popovic. Ensuite, il part aux Hawks, et là, il construit, vous savez, l'équipe à 60 victoires avec que des lieutenants, grosso modo, vous savez, Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap, Kyle Korver, les 4 All-Stars, avec en plus Desmarais Carroll, voilà, la fameuse équipe des Hawks de 2015, qui donc est une excellentissime attaque, alors qu'il n'y a pas non plus d'énormes créateurs offensifs de haut niveau. Il va à Milwaukee, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, optimisation directement de Antetokounmpo, qui passe du statut de All-NBA à MVP d'un coup, et qui nous fait ses meilleures saisons en carrière depuis, qui est dans son prime depuis. Voilà, Bud, en termes d'optimisation offensive, c'est quand même assez génial. Donc, j'avoue que c'est ça que j'aurais envie de voir, côté Phoenix. Vraiment. Donc, c'est un peu mon favori, moi. En tout cas, mon favori. Non pas, ça va arriver, mais si c'était moi, en tout cas, je prendrais Bud. Il y a aussi Kenny Atkinson qui est libre. Kenny Atkinson, l'ancien coach de Brooklyn, lui aussi plutôt pas mal tactiquement, qui est actuellement assistant aux Warriors, qui avait failli partir, souvenez-vous, côté Charlotte, mais qui ne l'avait pas fait. Et moi, je pense que, mine de rien, s'il n'est pas parti à Charlotte, c'est que, moi, m'est avis qu'on lui a promis la place après Steve Kerr. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'est pas parti, qu'il a fait machine arrière à l'époque. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, grosso modo, voilà, Steve Kerr, tu vas t'en aller, et puis ce sera la place de Kenny Atkinson, mais c'est pas officiel, c'est que je ne fais que supposer, donc peut-être pas. Et puis sinon, il y en a un autre qui me plairait beaucoup, notamment pour le côté offensif, c'est James Borrego. Vous connaissez mon amour pour James Borrego, l'ancien coach de Charlotte à l'époque, qui était un magnifique Charlotte, magnifique tactiquement, à défaut d'être au niveau du talent, mais c'était magnifique tactiquement. On retrouve d'ailleurs son génie tactique cette saison côté Pelicans, puisqu'il est assistant aux Pelicans. Et voilà, Borrego aussi, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le côté créativité tactique, donc ça, ce serait génial à Phoenix. Donc voilà. Donc je ne sais pas qui sera le prochain coach, mais voilà un peu pour quelques pistes si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'il faut aussi partir sur l'aspect de perspective sportive. On est un peu obligé de mélanger ça avec l'aspect financier. Et en effet, comment parler de Phoenix si ce n'est en parler notamment de par les finances en fait, parce que très simplement, vous le savez, Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, c'est 50 millions chacun, c'est 3 supermax, je crois, ou pas loin. C'est 150 millions de dollars à eux 3 déjà, 150 millions à eux 3 l'an prochain mobilisé, parce que 50 millions c'est l'année, 50 millions l'année le salaire. Donc l'an prochain déjà, ils sont à 150 millions que à eux 3, sachant que le salary cap, donc le budget salarial sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, les équipes ne doivent pas dépasser ce budget notamment, c'est 141 millions. Donc voilà, vous savez qu'en NBA, il y a le fameux salary cap, le budget un peu commun. Le salary cap l'an prochain, il est projeté autour des 141 millions, alors que les 3 déjà sont déjà à 150. Bon, comment ça se fait? C'est parce qu'on a le droit de dépasser, en effet. On a le droit de dépasser, et au fur et à mesure, plus on dépasse, plus on paye de taxes. Évidemment, pour un peu dissuader, c'est pas un hard cap où on n'a pas le droit de dépasser, c'est un soft cap, mais avec des taxes de plus en plus grandes. Et donc, l'an prochain, ils sont déjà projetés pour être, donc, non pas que les 3, mais l'effectif complet, 89 millions au-dessus du cap, déjà l'an prochain. D'ailleurs, je sais peut-être même un peu plus, parce que je crois qu'ils n'ont pas pris en compte là, dans mon site la prolongation de Grayson Allen. Donc peut-être même un peu plus encore. Donc ils sont déjà 89 millions au-dessus du cap, et même plus que ça, ils sont 18 millions au-dessus en termes de salary cap. De luxury tax. Donc ils vont payer déjà énormément en termes de luxury tax. Ça, à la limite, le propriétaire, il s'en fiche. S'il veut payer, il paye des taxes. Mais sauf que c'est pas juste un côté, ça va faire mal au portefeuille de Matijba, ça, je crois, propriétaire des Suns. C'est pas que ça. Il y a aussi des répercussions sportives directes. C'est-à-dire que, vous savez que dans le nouveau CBA qui vient de rentrer en compte, les nouvelles règles, le nouvel accord commun entre le syndicat des joueurs et les propriétaires, tout le monde se met d'accord, les règles de base, grosso modo. Dans ces règles de base, le nouveau CBA, le nouvel accord, il y a ce qu'on appelle les aprons, donc les éperons. Et ils sont dans déjà le 2e apron, c'est-à-dire que ils sont dans la catégorie des équipes qui ont déjà une masse salariale tellement élevée que dans cette 2e catégorie, les règles sont très strictes. Donc comme dit, en NBA, il n'y a pas de hard cap, il n'y a pas un total où tu ne peux pas dépasser, mais il y a aussi des malus en fait, pour dissuader d'aller au-dessus, pour dissuader de casser ces règles, de dépasser la somme. Et donc, dans le 2e apron, donc, tu n'as pas le droit d'avoir la mid-level exception, qui est donc une exception en dehors du salary cap. Tu as une exception de pouvoir signer un joueur avec un certain montant relativement élevé. Ça va pas être une star,
mais c'est quand même un petit budget pour un top role player d'habitude. Donc ça, tant qu'ils sont dans le second hype run, ils pourront pas l'avoir. L'exception de cette année, de la mid-level exception, ils pourront que signer des joueurs au minimum. Donc c'est un peu c'est le méga malus. On est obligé de commencer par ça parce que on ne peut pas parler de construction d'équipe si on ne parle pas de ça. Après, bon, voilà, je ne vais pas vous détailler un peu les technicalités de tout ce qu'est salary cap, etc. C'est un peu barbant. Puis de toute façon, le podcast n'est pas le bon format pour détailler ça non plus. C'est très complexe et en fait, c'est comme avec les stats. Hein. L'important, c'est juste de comprendre l'idée qu'il y a derrière et pas la technicalité, les chiffres en eux-mêmes. Ça, on s'en fiche un peu. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais sachez qu'il y a un peu ce thème principal. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas les détails techniques de telle exception, tel truc, tel chiffre, etc. Ça, on s'en fiche, non. Ce qu'il faut retenir, c'est les contraintes de construction sportive qui directement sont la conséquence de ces contraintes salariales, en fait. Et donc, Grayson Allen a été prolongé, déjà. Il a été prolongé avec ce qu'on appelle les bird rights. Donc, en fait, quand tu as les bird rights de Larry Bird, à l'époque, quand tu as les droits de quelqu'un, tu as le droit de dépasser le cap pour le prolonger. C'est pas, t'as pas le droit de signer quelqu'un d'autre dans la free agency sur une énorme somme si t'as pas l'espace. Mais par contre, si tu as déjà quelqu'un et que tu as ces droits, tu peux le prolonger en dépassant le cap. Voilà, donc ils l'ont déjà fait avec Grayson Allen. Et normalement, moi je m'attends à ce qu'ils le fassent avec Royce O'Neal, puisqu'ils l'ont récupéré aussi pour ça, à mon avis. Ils l'ont récupéré à la trade deadline. Ils ont récupéré ses droits aussi, du coup. Et donc, même s'ils sont déjà très hauts dans leur budget salarial, ils vont pouvoir dépasser le cap en le prolongeant. Voilà, c'est ça les burn rights. Donc normalement, Royce O'Neal, ça devrait rester aussi, quitte à être échangé plus tard, mais voilà. Et puis pour moi, il y a 2 points clés, en fait, on va faire assez rapidement. Il y a 2 points clés, parce qu'il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre ou d'options disponibles pour les Suns. Il y a 2 points clés. Comment est-ce qu'on peut faire pour manœuvrer? D'un côté, Nurkic. De l'autre côté, peut-être Bradley Beal. Je mets un peu de côté la troisième option qui est Kevin Durant, qui, encore une fois, comme souvent, non pas pète un câble, mais demande un peu son transfert. C'est pas à exclure non plus. Surtout que ça n'avait pas l'air d'aller très bien, apparemment, dans le vestiaire avec Frank Vogel. Ou voilà. Donc peut-être aussi que Kevin Durant va demander son transfert à sortie de nulle part, mais je ne sais pas. En tout cas, du reste, donc, Nurkic et Bradley Beal. Je pense, c'est un peu les pistes les plus probables. Pourquoi Bradley Beal? Je pense que c'est peut-être le moins fort des 3, actuellement, je dirais. Et peut-être qu'il y a un peu ce truc de... Est-ce qu'on n'essaierait pas de réparer notre erreur de l'an passé? C'est-à-dire qu'on est venu se rajouter un 3e énorme salaire qui a des avantages, mais qui a aussi l'inconvénient de mobiliser à lui seul une somme énorme. Or, tu pourrais totalement gagner en profondeur d'effectif en rééchangeant Bradley Beal, et c'est 50 millions contre 3 role-players à 15 millions chacun. Bon, ça fait pas 50, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Peut-être qu'un duo Booker-Durant, ça suffit, et que par contre, plutôt que d'avoir un Bradley Beal, tu as 3 top role-players, voire même 2 gros role-players et 2 petits. En fait, c'est peut-être une configuration d'équipe qui est bien meilleure. C'était un peu ça, hein, les critiques à l'époque de pourquoi est-ce que le trade de Bradley Beal a été mal vu. C'est pour ça que Alex de Trash Talk était venu nous faire les trophées du Basket Lab, on avait parlé. Voilà, il y a un peu cette idée que, certes, le talent, mais en fait, la NBA, c'est aussi un jeu à somme nulle, en fait. Avec cette règle des salaires où tu peux pas faire comme en foot, hein, comme le Real Madrid ou n'importe qui accumule des salaires et à l'infini, en fait. Non. Donc il y a aussi un côté jeu à somme nulle en NBA en termes de construction d'équipe, et donc, c'est pas que Bradley Beal est mauvais, c'est juste que peut-être que les 50 millions alloués à son salaire, tu pourrais les redistribuer autrement et donc avoir une meilleure profondeur d'effectifs et une meilleure qualité d'effectifs. Tout en sachant que tu passes de 3 à 2, mais peut-être que 2, Booker et Durant, c'est peut-être suffisant. Donc, je l'évoque, à quel point est-ce que Phoenix va vouloir peut-être un peu corriger ça en le rééchangeant. Le problème, au-delà de, mais peut-être qu'ils vont pas vouloir revenir sur ce choix-là, peut-être qu'ils vont pas vouloir se désavouer, peut-être qu'ils y croient encore, peut-être que, comme dit, avec un meilleur coach, tactiquement, ça peut faire de très grandes choses aussi, donc voilà. Mais l'autre obstacle, c'est que Bradley Beal a toujours sa no trade clause. Et oui, c'est le problème, c'est que Bradley Beal, pour rester à Washington à l'époque, il lui avait offert ce truc qui était la no trade clause pour signer son supermax à l'époque, parce que lui, il voulait partir. Le GM de Washington lui a offert ça, mais sauf que c'était un cadeau empoisonné, parce que ensuite, Bradley Beal a pu décider de sa destination de trade, puisque du coup, il a choisi Phoenix, et en gros, comme il pouvait choisir no trade clause, ça veut dire que tu peux choisir de pas être échangé à tel ou tel endroit. Voilà. Donc Washington a bien été obligé d'accepter la seule destination que Bradley Beal voulait,
Donc ils ont une contrepartie sportive qui était extrêmement faible. Et là, je me demande à quel point... Enfin, non, je me demande pas. Ça peut être la même chose. Alors, peut-être que tu peux aussi trouver un moyen de l'envoyer dans une équipe intéressante. Hein. Je sais pas, il y a plein d'endroits où il pourrait être cool et il pourrait accepter d'être échangé. Mais ça reste un obstacle. Si lui a pas envie de partir, il peut ne pas partir. Voilà, c'est ça que ça veut dire la no trade clause. C'est une clause de ne pas partir, littéralement. Donc ça peut être un obstacle, même si toi-même, en tant que front office des Suns, tu dis, allez, ok, il faut faire ça parce que c'est ce qui va un peu nous sauver en termes de salary cap, en termes de flexibilité de construction de roster, en termes de santé financière, etc., etc. Même si tu te décidais, c'est pas gagné d'avance parce qu'il y a encore cette no trade clause. Ok, donc mettons un peu de côté le cas Bradley Beal. L'autre point clé, à mon avis, c'est Nurkic. Et comme dit, le cas Nurkic est un peu complexe parce que d'un côté, il a fait une bonne saison, il a eu un vrai bon apport, notamment offensif, le côté créateur, le côté même fluidificateur de jeu, hein, le passing sur short roll, l'extra pass, etc. Le rebond aussi, le rebond offensif, il a beaucoup aidé là-dessus. Ok, mais comme dit aussi, de l'autre côté, c'est un joueur à compromis. C'est un joueur à compromis, et à quel point est-ce que, en dehors du compromis sportif, hein, attaque ou défense qu'on a déjà évoqué, à quel point c'est pas un peu ta seule solution pour te sortir un peu financièrement là. Parce que soit tu te sépares de Bradley Beal, Booker ou Durant, mais j'y crois pas trop. Je crois pas qu'ils vont se séparer de Booker du tout. Ça m'étonnerait Durant, à moins que Durant fasse un esclandre, et encore, même s'il le fait, vous avez vu qu'à Brooklyn, il l'empêche de changer de suite. Et Bradley Beal, il a le problème de il peut décider de partir ou pas. Donc, je ne pense pas qu'ils se séparent de ce trio, et donc, conséquence directe, qui est le prochain sur la liste, c'est Nurkic. Nurkic, il est encore sous contrat 2 ans, donc 25 et 26, à 18 millions et 19 millions. Donc, oui, si tu les changes, tu t'affaiblis. Mais est-ce que c'est pas le seul moyen pour pouvoir un peu plus respirer en termes de construction d'équipe et pouvoir faire autre chose que signer vraiment des tout petits contrats minimum, en fait? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de réfléchir et de se dire, certes, on va perdre un peu ce qu'il nous a apporté, mais à quel point est-ce que c'est pas plus rentable de se séparer de lui pour aller chercher d'autres renforts, peut-être sur d'autres postes, d'autres rôles, d'autres profils, ou simplement ne pas être à ce point bloqué financièrement, quoi. Donc voilà, je sais pas. Je pense que c'est un peu le fusible qui pourrait sauter côté Suns, Nurkic, même si, comme dit, il a fait de bonnes choses cette saison, et que de l'autre côté, on a aussi vu des limites. Je pense que au-delà du sportif, il y a aussi la question financière, et ça m'étonnerait pas qu'il saute en début d'été pour avoir un peu de flexibilité. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il bouge pas, mais voilà, je pense que s'il y a quelqu'un qui va peut-être sauter, ce sera lui. Et après, le reste de l'effectif, c'est assez pauvre. Hein. C'est aussi la conséquence d'avoir autant d'argent sur 3 joueurs, c'est que le reste, c'est assez pauvre, il reste pas beaucoup d'argent. Eric Gordon a une player option l'an prochain à 3 millions, autour de 3 millions, je pense que c'est assez rentable. Damian Lee aussi, team option à 3 millions, c'est rentable aussi, j'espère qu'il pourra d'ailleurs en jouer un peu plus, hein, Damian Lee. Josh Okogie aussi, player option à 3 millions, donc voilà, c'est pas non plus des tonnes. Drew Eubanks, player option à 2,7 millions, donc voilà. Et puis ils ont aussi récupéré David Roddy, vous savez, l'ancien de Memphis, qui est un sophomore, je crois. David Roddy, encore sous contrat rookie, donc une team option pour 2,8 millions l'an prochain. Et puis un autre petit contrat qui malheureusement a un peu déçu, mais qui pourrait être un joueur important pour la suite s'il progresse ne serait-ce qu'un peu, et s'il y a besoin de lui pour apporter un peu justement cette profondeur à l'aile, c'est Nassir Little, l'ancien de North Carolina et l'ancien des Blazers, qui a signé un contrat vraiment assez petit pour les standards actuels, qui est à 6,8 millions l'an prochain, 7,3 millions ensuite, et 7,8 millions, donc encore sous contrat pendant 3 ans. Honnêtement, si Nassir Little peut jouer 20-25 minutes de jeu chez ses Suns et avoir un apport positif, ce serait un énorme plus. Parce que tu aurais un joueur de rotation payé une misère. Mais voilà, je voulais quand même le citer parce qu'il peut aussi faire partie des gens qui peuvent sauter, parce que c'est pas rien non plus. C'est tout de même un contrat avec une certaine somme. Donc si Phoenix en est un peu à gratter un peu de l'argent à droite à gauche, ça pourrait aussi tomber sur lui. Mais moi, comme dit, s'il devient un vrai joueur de rotation et qu'on lui donne la place, ça peut être un excellent coup pour l'avenir. D'ailleurs, comme David Roddy, je ne l'ai pas dit, mais David Roddy, contrat rookie, c'est excellentissime. Donc là, pour l'instant, il n'a pas été intégré, mais imaginons qu'il y a un nouveau coach, nouvelle intersaison, préparation, etc. David Roddy peut être un excellentissime coup pour les Suns. Parce que, on l'a déjà expliqué, mais les contrats rookies sont... Il y a une disproportion qui est énorme entre l'impact sportif et le contrat, où les contrats rookies sont très structurés et très réglementés, et ce sont des sommes
dérisoire parfois par rapport à l'apport. Vous prenez David Roddy, sur le marché des vétérans à 27 ans, il va coûter beaucoup plus cher que dans son contrat rookie drafté assez tard. Voilà, donc les contrats rookies sont excellentissimes pour construire une équipe. Le problème, c'est que Phoenix n'a pas de pick de draft. Le problème aussi, c'est que d'ailleurs, ils ont échangé Toumani Camara, qui aurait été, je pense, une bonne addition dans cet effectif. Maintenant, il est à Portland. Mais voilà, Toumani Camara, c'est typiquement le genre de joueur qui aurait fait du bien en termes de profondeur d'aile. Bref, donc Nassir Little et David Roddy, potentiellement, ça peut être de très bons coups pour l'an prochain, parce qu'ils coûtent pas cher, en fait. Ils coûtent pas cher, ils peuvent apporter pas mal, je pense. Donc voilà. Et donc, comme dit, le fusible, ça pourrait être Nurkic. Et le truc, c'est que, par quoi est-ce qu'on le remplace ? C'est ça la question. Parce que si tu t'en sépares, en fait, il faut arriver à combler deux manques, qui sont que tu t'en sépares pour prendre quelqu'un de moins cher, évidemment, mais il faut quand même que tu prennes quelqu'un. Et quelqu'un au maximum bon par rapport à ton portefeuille. C'est tout le but de la manœuvre. Hein. Si tu t'en sépares, c'est pour respirer un peu plus financièrement. Donc, il faut que tu prennes un autre pivot qui soit moins cher, mais il ne faut pas que ça soit cata non plus, quoi. Donc voyons un peu quelles sont les options sur le marché. À la fois un pivot le meilleur possible et pas cher. Moi, que j'aime pas mal, alors tout est relatif, hein, évidemment, mais que j'aime pas mal et qui est pas cher, côté Charlotte, nous avons Nick Richards, qui est un peu le pivot classique, catch and finish d'un côté du terrain en attaque, assez classique de catch and finish, et de l'autre côté un peu défenseur, mais évidemment, si vous n'avez pas beaucoup entendu parler de lui, ou s'il n'est pas dans une excellente équipe, c'est que, certes, c'est un peu un côté protecteur de panier, mais clairement pas d'élite. Hein. Il y a de la taille, il y a de l'envergure de bras, il y a quelques bons trucs, mais c'est pas la folie. Mais voilà, je me demande à quel point est-ce que déjà, ne serait-ce que sa verticalité, et le côté catch and finish, pour pas cher, à quel point ça peut aider. Nick Richards, c'est à peine 5 millions par an. Donc, ça ferait de sacrées économies par rapport à Nurkic qui est à 18-19, quoi. Et ça pourrait permettre de... bien sûr que c'est moins bon. Bien sûr. Mais à quel point il peut pas aussi apporter d'autres choses en termes de verticalité ou de défense du panier un peu athlétique, ok. Et de l'autre côté, tu le fais pour respirer un peu plus financièrement, et à quel point c'est pas mieux d'avoir Nick Richards plus un ou deux 3&D un peu plus cher que le minimum, plutôt que Nurkic à 18. Parce que évidemment que Nurkic est meilleur. Évidemment. Mais la question, c'est à quel point tu peux pas arriver à prendre un moins cher, moins bon, pour avoir d'autres choses à côté. Donc voilà, Richards pour moi c'est une option. Côté Clippers aussi, Daniel Theis va être disponible, tout comme Mason Plumlee. Bon, voilà, moi j'aime bien, à choisir, je préfère Daniel Theis, côté un peu défense polyvalente à défaut de génial, mais il peut un peu tout faire, et puis un peu de shoot aussi. Donc ça peut être pas mal pour vraiment pas cher. J'aime beaucoup Theis depuis Boston à l'époque. Plumlee j'aime un peu moins, mais bon, pour pas cher ça peut aller aussi. Bon, alors il y en a un qui a une player option pour l'an prochain. Est-ce qu'il va la prendre ou pas ? C'est Richaun Holmes, qui a un peu disparu des radars, mais voilà. Sur ma liste un peu des joueurs pas chers qui vont être disponibles, je pense qu'on a Richaun Holmes, mais bon, voilà. Je pense que ça va pas le faire du tout. Parmi les joueurs dispo, certes, Nick Claxton, et pour l'instant il est pas cher, mais on est sur du... À mon avis, Claxton, c'est no way, quoi. C'est no way, à moins qu'on échange Bradley Beal ou que, voilà. Mais non, Claxton, va y avoir beaucoup de monde sur le coup. Ça va être, c'est, je pense, un des meilleurs joueurs du marché. Donc, il n'y aura pas la place pour le signer côté Phoenix, évidemment. Par contre, il y a une autre option à Brooklyn qui m'intéresse un peu. À quel point est-ce que c'est possible de faire un échange avec Day'Ron Sharpe plus, par exemple, Dorian Finney-Smith. Donc, l'idée, ce serait de transformer les 18 ou 19 millions de Nurkic en un autre role player un peu 3&D avec Finney-Smith plus un pivot forcément moins bon, mais très peu cher, quoi. Day'Ron Sharpe, je ne sais pas, j'énumère un peu les trucs sur le marché. On a aussi Robert Williams, qui est à 12 millions à peine, mais bon, le côté blessure, malheureusement. Quoique vous savez qu'à une époque, les Suns étaient connus pour justement requinquer les mecs. Mais voilà, Robert Williams, techniquement, est sur le marché, mais je suis pas sûr. Après, pourquoi pas un Jakob Poeltl, mais bon, on est sur du 20 millions, donc c'est quand même un énorme tarif, qui est meilleur à mon avis, meilleur que Nurkic, notamment défensivement. Moi, ça me plairait beaucoup, mais voilà, c'est quand même très cher, Jakob Poeltl. Et puis, à mon avis, Poeltl, ils le laisseront partir que contre un gros package. On connaît le GM de Toronto, Masai Ujiri. Voilà. Et je pense que les Suns n'ont plus du tout d'assets à dépenser. Donc voilà. Parmi les free agents, d'ailleurs, on a aussi Hartenstein. Mais lui aussi,
Je pense qu'il va prendre un beau chèque, même si cette année il est à 8 millions, donc il est sur ma liste là, mais non. Hartenstein, évidemment, c'est une star désormais. Et puis non, moi l'autre nom que j'avais, et qui est un peu sous les radars, et que j'aime beaucoup, vous le savez si vous écoutez l'hebdo, Goga Bitadze. Goga Bitadze, qui a été le pivot backup d'Orlando cette saison, qui a été titulaire pendant une bonne partie de l'année quand Carter Jr. était blessé, qui est resté titulaire un moment quand Carter Jr. est revenu, qui ensuite a redégringolé dans la hiérarchie, derrière même des Mo Wagner et puis Isaac qui joue en playoff, là, qui joue pivot, etc. Et Bitadze va être free agent, je crois qu'il va même être unrestricted free agent, donc free agent non restreint cet été, puisque oui, il a été contrat rookie 2019, draft 2019, et il a été coupé. Donc il est plus sous le vrai contrat rookie. Donc ouais, unrestricted free agent, franchement, ça peut être un excellentissime coup. Goga. Parce qu'on a vu que d'ailleurs, à Orlando, la défense n'était pas forcément beaucoup moins bonne. Quand il était là, c'est quelqu'un qui n'a pas le même profil que Carter Jr., mais qui est très grand, qui a une très belle envergure de bras, qui est très mobile aussi pour sa taille, c'est assez cool, qui a du passing, enfin... Goga, moi j'adore. On a déjà parlé dans l'hebdo, si ça vous dit d'aller checker ça en plus en détail, mais voilà. J'aime beaucoup Goga Bitadze et qui pourrait vraiment être une bonne signature, à mon avis. Et pour moi, si c'est le pivot titulaire des Suns, j'ai pas de problème. Autant d'Iron Sharp, c'est un peu limite. Autant Tice, bon, ça peut passer. Richards, c'est limite aussi. Voilà. Goga Bitadze, moi je suis plus chaud quand même. Je suis plus chaud. C'est peut-être mon côté scouting, mais non, je trouve qu'il est quand même pas mal. Je trouve qu'il est pas mal et qu'il est un peu passé sous les radars depuis son arrivée en NBA. Sauf que on a vu Orlando que c'était quand même assez sympa quand il jouait. Donc voilà, peut-être le grand coup, pas le meilleur joueur du marché, mais peut-être le meilleur coup en rapport qualité-prix, ce sera peut-être Bitadze qui va pas non plus être beaucoup prisé sur le marché à mon avis. Donc il y a moyen de l'avoir pour pas très cher. Je pense à la scène de Moneyball, vous savez, on peut l'avoir pour une poignée de dollars. Voilà. À quel point est-ce que Bitadze peut être le bon coup des Suns, je ne sais pas. À quel point ce sera Nick Richards aussi, que moi j'aime beaucoup. À quel point un petit vétéran, la Daniel Tice au minimum, un truc comme ça ne peut pas passer également. Je ne sais pas, sachant qu'en termes de choix de draft, cette année, ils n'en ont pas. Le premier tour, ils n'en ont pas. Deuxième tour, ils n'ont pas le leur. Ils ont celui des Spurs, qui je crois est protégé top 50 quasiment. Donc voilà, je pense que les Spurs vont l'avoir. Le pick ne va pas aller aux Suns. Donc voilà, il n'y a même pas cette possibilité de prendre un mec un peu genre un vétéran avec le pick 35 qui est pas un talent premier tour mais qui peut être utile, du genre Tracy Jackson Davis par exemple, ou un joueur de ce calibre qui aurait été bien pour un minimum, qui aurait été fantastique, mais voilà, ils ont même pas ça cette année. Et puis juste pour finir aussi, quelques free agents de cet été. À quel point est-ce qu'on va pas pouvoir un peu étoffer la profondeur de l'effectif avec quelques noms là-dessus, sachant que ça part aussi du principe qu'on arrive un peu à échanger Nurkic. Voilà, je vais vous citer un peu des contrats minimum possibles ou des un peu plus que minimum, je ne sais pas, mais notamment on a Taurean Prince qui va être free agent, 5 millions l'année cette saison. Je pense que ça va pas aller taper très très haut. Moi j'aime beaucoup Taurean Prince, pas top en défense off-ball, mais franchement dans le côté 3&D qui peut jouer 20 minutes, c'est pas mal. Gary Harris aussi va être free agent. Et Gary Harris, il m'intrigue un peu parce que j'ai aucune idée de à quel prix il va partir, Gary Harris. Il est encore sur un contrat qu'il avait signé à l'époque, je crois à l'époque Denver, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. On sait qu'il est un peu déçu, il a été blessé pendant longtemps, il peine à revenir. Ça, il est revenu. Mais je sais pas combien il va coûter sur le marché, mais on est parmi les options assez chères, Gary Harris. Tout comme Melton aussi. Melton serait une excellente addition, mais voilà, si les Suns arrivent un peu à échanger du Nurkic, à échanger du Nasir Little ou des mecs comme ça, à faire un peu de place, grosso modo, il y a une option qui est pas trop chère avec Melton aussi, qui peut être assez cool. Pour le citer aussi, nous avons Isaac Okoro, qui est free agent, mais free agent avec restriction, c'est-à-dire que Cleveland pourra s'aligner sur n'importe quelle offre. Mais bon, moi, si je suis n'importe quelle équipe NBA, je mets un tarif là-dessus et je force un peu Cleveland à s'aligner. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il soit vraiment disponible, mais il est un peu dans la liste des free agents. Jason Tate aussi, moi j'aime beaucoup Jason Tate, qui en plus peut un peu servir de small ball, lui, pour le coup. Il a pas trop le... Jason Tate, c'est un peu un ailier assez costaud. Donc pas totalement un ailier fort, mais un ailier mensuration d'ailier, un peu un PJ Tucker 2.0, mais sans le shoot. Voilà, grosso modo. Mais ouais, Jason Tate, j'allais dire PJ Tucker. Jason Tate, pour moi, peut être un espèce de backup, enfin, un mec qui joue beaucoup, mais notamment qui peut aussi être le backup 5, en fait, sur des configurations un peu plus small ball, justement, et switchable. Moi, j'aime beaucoup Jason Tate, il est dans la All-Star Team 2021, vous le savez.
À mon avis, il va pas coûter hyper cher Jason Tate. Alors, on est peut-être autour des 8, 10, 12, peut-être 15 millions avec le nouveau cap, je ne sais pas, mais ça reste dans ces eaux-là, peut-être. Caleb Martin aussi va être free agent, et pour l'instant, il est payé un peu au lance-pierre. 7 millions par rapport à l'apport, c'est rien du tout. Mais voilà, Caleb Martin aussi. Alors, il y en a un, ce serait marrant, c'est Jake Crowder, mais je pense pas que Jake Crowder soit dispo ou veuille revenir à Phoenix, à mon avis, hein, après qu'il ait quasiment manqué une saison complète à cause de Phoenix, parce qu'il voulait partir. Justin Holiday, d'ailleurs, est dispo, enfin, va être free agent. Après Justin Holiday, on est plutôt sur une option offensive que défensive, hein, Justin Holiday. Torrey Craig, est-ce que Torrey Craig va faire son retour aussi à Phoenix? Torrey Craig, en tout cas, il est free agent. Moi, ça me plairait beaucoup. Torrey Craig, évidemment, vous le savez, hein, mon chouchou. Mais sinon, après, on a du Oshae Brissett. Là, on parle vraiment de minimum. Oshae Brissett, Lamar Stevens. D'ailleurs, c'est ma all-hipster team. Hein. Je remarque que c'est ma all-hipster team. Mais Brissett et Lamar Stevens, c'est pas cher. Et c'est un peu de profondeur sur l'aile. Donc voilà, peut-être des bons coups. Kelly Oubre, peut-être un peu plus cher aussi. Mais Kelly Oubre, ça peut être intéressant. Mais comme dit, ça va être plus cher. C'est pas le minimum. Il y en a un qui m'intéresse aussi. Chris Dunn. À quel point Chris Dunn peut pas arriver dans cet effectif et apporter sa défense d'élite. Ce qui manque un peu, hein, le côté défense au point d'attaque d'élite. Chris Dunn, il n'y a pas beaucoup d'argent pour toi, mais en tout cas, on peut te promettre de jouer beaucoup dans une équipe où il y a des stars, qui a beaucoup d'ambition. Donc si tu acceptes un chèque un peu plus bas qu'ailleurs, j'ai un excellent projet à te présenter. Voilà, c'est un peu mon pitch si je suis le GM des Suns. Chris Dunn, ça me plairait beaucoup, même quasi titulaire, ça me plairait beaucoup. Et puis, il y en a un que j'aime bien aussi, il s'appelle Chuma Okeke. Et vous ne le connaissez peut-être pas, mais Chuma Okeke, il joue à Orlando. Il avait été drafté, quelle année 2019, je crois, Okeke. Mais il a beaucoup de problèmes de blessures. Il a d'ailleurs été blessé ce qui était censé être son année rookie. À la draft, il était blessé. Bref, on est sur une espèce de poste 3, 3-4 même, immense ailier, qui a pas beaucoup de shoot, mais qui a du dribble et qui a du passing. Et surtout aussi, évidemment, beaucoup de défense. Et Chuma Okeke est free agent. Chuma Okeke, donc Orlando. Comme dit, pour moi, il fait partie de ces joueurs qui ont besoin de ce que j'appelle une deuxième draft. C'est-à-dire que voilà, il a eu sa première draft à Orlando. Il y a eu des problèmes de blessure, il y a eu des problèmes de... peut-être le niveau est pas top non plus. Drafté assez haut, hein, pour le coup, parce qu'il était loterie, je crois, ou pas loin de la loterie. Ouais, c'est ça, 16e pick. Donc il y avait pas mal d'attentes. Je pense que offensivement, les attentes sont un peu décevantes parce qu'il n'y a pas trop de scoring, il n'y a pas trop de shoot, même quasi, enfin pas de shoot du tout en fait, on peut le dire, hein, quasiment. 31% en carrière à 3 points. Donc voilà, il n'y a pas de scoring. Là cette année, en plus, à force de se blesser, à force de manquer des matchs, il est pas du tout dans la rotation, à peine même pas 10 minutes par match cette saison et à peine 47 matchs joués. Voilà, Okeke pour moi, ça peut être un excellentissime coup. Pour pas cher, évidemment. Et c'est un mec qui peut t'apporter une polyvalence défensive assez dingue sur un espèce de poste 3-4. Il est assez grand, très très long. Et puis, c'est un 3&D qui a du passing. Et oui, c'est pas juste un 3&D, sinon il n'aurait pas été drafté 16e. Il y a quand même des qualités un peu derrière. Et voilà. Pour moi, Okeke, en fait, j'aimerais bien, pour finir là-dessus, que Phoenix aille récupérer les restes d'Orlando. Voilà, Orlando, ils veulent pas de Goga Bitadze, ils veulent plus de Chuma Okeke. Il faut aller prendre les deux. Et ça peut être deux excellentissimes coups. Voilà un peu pour mon scouting, mais c'est un peu dur de parler de perspective et de construction d'effectifs parce que ça dépend de gros trucs en fait. Ça dépend de est-ce qu'ils vont se séparer du trio de Bradley Beal, Durant, Booker, plutôt Bradley Beal d'ailleurs ou Durant, mais Booker je pense pas, mais je suis sûr que non même d'ailleurs. Mais voilà, difficile de parler de construction d'équipe sachant qu'il y a à ce point peu de marge de manœuvre, à ce point peu de possibilités de faire des trucs. Donc c'est Bradley Beal, c'est Nurkic. Est-ce qu'on se sépare de Nurkic ou pas? Et à côté de ça, il va falloir être bon. Il va falloir être très très bon. Vraiment très bon parce que si ça bouge pas, il faut une certaine créativité, non pas tactique, mais créativité de scouting, hein, de construction d'effectifs, parce qu'il va falloir faire des excellents coups avec un rendement sportif bien plus haut que le rendement et le salaire qu'on va pouvoir proposer. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné quelques noms qui moi me plaisent beaucoup. Nick Richards, j'aime pas mal. J'aime pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai cité? Tice, au minimum, ça peut être pas mal si on veut remplacer le pivot. Goga Bitadze, pour moi, c'est l'excellent coup Goga Bitadze. J'aimerais bien en plus enfin le voir titulaire. Je pense que Okeke aussi, ça peut être sympa. Caleb Martin, Jason Tate, ça pourrait être très sympa. Jason Tate aussi, je pense. Un petit Taurean Prince.
À quoi, 5 millions, 8 millions, 10 millions peut-être avec l'inflation du nouveau CBA, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être sympathique, mais voilà. Je ne sais pas et c'est compliqué d'en dire plus parce qu'il y a ces contraintes. Et à moins que on arrive à échanger et convaincre Bradley Beal d'aller à, je sais pas moi, à Atlanta, peut-être, un échange à Atlanta, un échange à Miami, peut-être, Miami qui loupe absolument tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un mariage entre ces deux, entre Miami, qui a manqué Durant, qui a manqué Lillard, peut-être qu'ils vont vouloir avoir Beal, peut-être avoir un peu plus de star power offensive, de créativité pour 2-3 dernières années de ultra prime de Jimmy Butler, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que Bradley Beal d'ailleurs pourrait se laisser convaincre par Miami, mais le problème de Miami, c'est que qu'est-ce que tu as en échange, quoi. Si c'est pour avoir en retour Taylor Hero et Terry Rozier, bon, c'est pas hyper intéressant, quoi. C'est pas hyper intéressant. À quel point est-ce que je crois que les Sixers, ça va être compliqué de faire un échange à Philadelphie, parce que ça aurait été sympa avec Tobias Harris, mais maintenant il n'y a plus d'argent pour faire les échanges. Après, il y a d'autres équipes aussi qui peuvent être, qui seraient intéressées par le profil de Beal, mais qui n'ont peut-être pas forcément les atouts à échanger en échange. Enfin, échanger en échange. Qui n'ont peut-être pas des gros salaires à mettre dans la balance, pour équilibrer la transaction. Je pense à des Orlando, d'ailleurs, je pense à Indiana, je pense à des Houston, je pense même à OKC. Évidemment qu'OKC sera intéressé, mais premièrement, OKC n'ont pas non plus des tonnes de gros salaires à mettre dans la balance pour atteindre la barre des 50 millions. En tout cas, les gros salaires qu'ils ont, c'est des joueurs importants, donc t'as pas envie de t'en séparer. Et puis pourquoi est-ce qu'il y aurait un accord, pourquoi est-ce que OKC essaierait d'aider Phoenix et vice-versa, quoi. C'est toujours un peu à garder en tête, cet élément-là. Bon, reste aussi l'option peut-être Golden State, qui serait peut-être la plus marrante, c'est-à-dire on prend l'option de Chris Paul, on prend l'option de Chris Paul à 30 millions et on fait un échange Chris Paul plus Wiggins, donc Chris Paul 30 millions plus Wiggins 25 pour aller chercher Bradley Beal. Et ce serait marrant parce que Chris Paul de retour à Phoenix, quitte après à ce que Phoenix ne garde pas Chris Paul, mais l'envoie par exemple dans une mauvaise équipe, face à un salary dump de Chris Paul dans une mauvaise équipe, par exemple, l'envoie à Washington pour aller chercher Jordan Poole. Peut-être. ça serait marrant, mais voilà. Ce serait marrant. D'ailleurs, c'est tellement marrant qu'on va se laisser là-dessus avant que je commence à divaguer sur des scénarios un peu trop n'importe quoi. Mais voilà pour le bilan assez rapide post-élimination des Suns que je voulais faire. Bilan de la série, bilan de la saison, et puis perspective d'avenir. On reviendra plus en détail, vous le savez, sur le bilan complet, en 10 points clés, en 10 stats clés, même plus, sur les Suns cet été. Mais voilà un peu pour ce react à chaud. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que le format fait du bien, un petit podcast après, après les 3 heures de Wembanyama qu'on a eu il y a quelques jours. Donc voilà un petit podcast sans prétention sur les Suns, mais je voulais un peu faire le bilan un peu à chaud. On fera ça à froid, ensuite plus complet. Mais voilà, quelques réflexions sur cette série des Suns, qui s'arrête, dont le parcours s'arrête beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pensé. Je pense encore qu'il y avait une meilleure équipe au fond de cet effectif et que peut-être que le match-up a été mauvais. Mais c'est comme ça et c'était de toute façon pas une équipe parfaite. Si on flirte toute la saison avec le play-in, c'est que au bout d'un moment, tu es qui tu es, comme on dit. Donc voilà pour les Suns. On en parlera bien sûr durant l'intersaison. Et donc, nous, la prochaine fois, on se retrouve pour un épisode un peu plus théorique, mais tout autant dans l'actualité, puisque la prochaine fois, on va parler du jeu de transition en play-off. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles, Spotify, iTunes, tous les commentaires YouTube aussi. Merci beaucoup YouTube, je vous oublie pas, et même au contraire, je ne vous oublie pas du tout. Et moi je vous dis, à très bientôt. Ciao.